Hello et bienvenue sur le podcast Les Rencontres du Lutetia. Cette semaine, on reçoit Sophia Halaoui, une réalisatrice à l'univers singulier qui explore le fantastique, là où on a davantage l'habitude de voir des drames sociaux tournés au Maroc. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle parce qu'il y a quelques années, elle a remporté le César du meilleur court-métrage pour Qu'importe si les bêtes meurent. L'an dernier, on a aussi programmé son film Animalia au Lutetia, en présence de Oumaima Barid, l'actrice principale. C'était une rencontre hyper inspirante où on a pu échanger sur son parcours, les obstacles qu'elle a rencontrés et sa farouche détermination. Je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Sophia. Bonjour. Alors pour te présenter dans les grandes lignes, tu es réalisatrice et scénariste franco-marocaine. Ton travail navigue entre le réel et le surnaturel. Tes films interrogent la spiritualité, l'existentialisme et les normes sociales. Tu as réalisé plusieurs courts-métrages, dont Kenza Déchou, Qu'importe si les bêtes meurent, Grand Prix du jury à Sundance et César du meilleur court-métrage, ainsi que The Hidden Lake, réalisé pour la 20th Century Fox, mais aussi des documentaires comme Les enfants de Naplouse ou encore Les vagues ou rien. Et plus récemment, ton premier long-métrage, Animalia, a remporté le Grand Prix du jury de Sundance. Tu fais partie de cette nouvelle génération de cinéastes qui racontent le Maroc autrement, avec une approche à la fois sensible et audacieuse. C'est la question signature du podcast. Quel est ton premier souvenir de cinéma ? Déjà, merci pour la présentation. Pour Animalia, on n'a pas eu le Grand Prix. On a eu le prix spécial du jury. Mais, pardon. Non, mais c'est pas grave. Merci pour la présentation. Le premier souvenir de cinéma, il remonte quand j'habitais en Chine. On allait souvent voir des films chinois en salle. Mais c'est un souvenir de cinéma, mais je me suis pas dit à ce moment-là, quand j'allais au cinéma, je me suis pas dit waouh, j'ai envie de faire du cinéma. En fait, j'étais une spectatrice, une jeune spectatrice assez classique, mais c'est pas à travers le cinéma que j'ai voulu faire du cinéma. Tu as grandi entre la Chine et le Maroc, et enfin ton père t'offre une caméra pour filmer tes voyages de famille et puis raconter des histoires. À quoi ressemblaient tes premiers films ? C'est ça, en fait, le désir de cinéma est vraiment né quand j'ai eu cet outil qui est la caméra. Je trouve ça, j'aimais en fait l'avoir tout le temps sur moi et m'approprier un lieu, voilà, pour raconter ce que j'avais envie de raconter, un peu fabulé. Donc mes premiers films de cinéma, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce que je savais pas exactement, enfin je savais pas monter. Je savais pas ce que c'était un générique, donc j'écrivais des génériques sur un papier, une feuille blanche, écrit à la main en essayant de faire comme si c'était, tu sais, des lettres, voilà, le capital. Calligraphié ou enfin Ouais, je faisais ça, je fais ça bien, enfin j'essayais de faire ça bien. OK. Puis je filmais rec, stop, rec, stop. Donc le montage pour moi c'était ça, c'était rec, stop. Et du coup pour moi le film était déjà monté en fait quand je le tournais puisque je faisais rec, stop. Et voilà, donc il n'y avait pas beaucoup de prises. Donc les films étaient un peu chaotiques par rapport à ça au début. Ce goût pour l'ailleurs, enfin pour ce qui bouscule les normes, est-ce que tu penses qu'il vient du coup de ton enfance en Chine, du fait d'avoir grandi dans un lieu où tu étais perçue comme étrangère ? Non, mais en fait, déjà, quand tu grandis en Chine, tu grandis quand même dans une bulle parce que on était des étrangers, mais j'étais dans un lycée étranger aussi. Donc, j'étais pas la seule au milieu de Chinois. Je vivais avec d'autres communautés. Voilà, j'avais une amie qui était rwandaise, gabonaise, belge, russe. Tu vois, il y avait de toutes les nationalités. Donc, tu pouvais dormir un week-end chez une copine. Voilà. Et donc, en fait, tu t'apprenais aussi, c'était une ouverture assez incroyable, où du coup, tu te rendais compte que ce que tu avais appris n'était pas ce que tes amis avaient appris. Donc, du coup, moi, j'ai grandi en étant très ouverte. Et puis, bon, j'ai une mère française, un père marocain. Bon, ça, je le dis assez souvent. Mais du coup, ça permet aussi de pas être figée dans une... Enfin, moi, j'ai jamais été figée dans un mode de pensée. Même si en grandissant, tu te rends compte que finalement, tu es aussi figé dans le mode de pensée que tes parents t'ont appris. Oui. Donc bon, on est toujours... Un peu déterminé. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce questionnement de dire, ah, bah tiens, ailleurs, c'est pas comme ça. Pourquoi je fais les choses ainsi? Et quel est le sens que je donne à ce que je fais? C'est quelque chose qui me guide encore aujourd'hui. Ok. Et est-ce qu'il y a des films qui t'ont marqué à cette période de ta vie ? Non, tu sais, à part Bambi, quand j'avais 3 ans, où la mort de la maman m'a traumatisée, j'avoue que j'ai pas un film, tu vois,
voilà, je te dis, c'est plus vraiment l'outil caméra de filmer les gens, parce que je trouve que quand tu filmes, voilà, un visage, t'es vraiment dans une forme d'observation très précise et et t'es dans l'empathie, t'essayes de comprendre ce que veut la personne et donc du coup, moi, c'est vraiment l'outil caméra Qui a fait que tu as eu envie de faire ça ouais, Ok. ouais, ouais. Alors, on va un peu parler de ton parcours. À 18 ans, tu te diriges directement vers des études de cinéma à Paris. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre tes parents? Parce que je sais que ça peut être un peu Ouais. difficile. Pour moi, non, parce que déjà j'avais une mère qui était très voilà, très ouverte et comme je voulais faire du cinéma depuis que j'étais toute petite, enfin tu vois, ma mère m'a vu grandir avec la caméra, faire des films depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Je commençais déjà à regarder les écoles de cinéma à l'âge de 13-14 ans, tu vois, donc je savais exactement, j'avais un peu exploré tous les parcours possibles euh, bien avant mes 18 ans en fait, donc ça a Ok. été assez simple. J'ai même pu aller convaincre, c'était une évidence quoi. Ok, Ouais, ouais. trop bien. Et tu commences assez rapidement à faire des courts-métrages autoproduits alors que tu es toujours étudiante, si je me trompe pas. Ouais, je fais des courts-métrages à l'école, parce que moi, j'ai choisi une école. Euh, En fait, je voulais tourner très rapidement, donc j'ai choisi une école qui me permettait de faire des tournages très vite. Et puis des tournages autoproduits, ouais, avec. Parce que ces tournages d'école, en fait, sont aussi un petit peu Enfin, c'est pas une école nationale, donc en fait, tu as toujours essayé de te démerder pour faire tes Ouais, toute films, quoi. seule. Ouais. Donc tu commences par Le Rêve de Cendrillon en 2013 et en 2018 tu réalises Kenza Deshu, produit par Yoon Kun Kun, je sais pas si je le prononce correctement, Yoon Kun Kun Productions. Tes films à ce moment-là, ils sont bien plus ancrés dans le réel. Kenza Deshu, par exemple, ça raconte l'histoire de jeunes ados habitant à Créteil, à la Cité des Choux, ces bâtiments en forme de chou-fleur, Ouais. et qui s'inquiètent parce que leur ami Kenza ne répond pas au téléphone et a disparu depuis à peu près une journée. Ouais. C'est un film qui est un peu plus social, enfin, même si j'ai pas envie de le catégoriser. Comment est-ce que tu as opéré la transition entre cet univers-là et quelque chose qui va plus vers la science-fiction? En fait, c'est pas des films qui étaient. Ils ont jamais été. Mes films ont jamais été, je crois, purement ancrés dans le réel et dans le social. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas ce côté extraterrestre, mais je vais pas faire ça. Tu vois, mes prochains films sont pas là-dedans non plus, en fait. Ok. Donc, mais il y a quand même ce décalage à la réalité. Dans Le Rêve de Cendrillon, il y a l'observation qui est un court-métrage autoproduit. Quand je l'ai fait, j'avais 20 ans, je pense. Il y avait quand même la recherche de filmer le réel. Enfin, c'était surtout je me posais la question de comment filmer. Comment moi j'aime filmer. Tu vois, c'est encore une fois, c'est pas tant l'histoire que la manière de la raconter à travers l'image. Donc c'est l'image qui me plaisait. Et c'était l'histoire d'un très, très, très jeune couple. Et puis, comme j'habitais en France à cette époque-là, que j'allais souvent à la campagne, c'est un très, très jeune couple. La femme était enceinte Ok. et qui vivaient finalement la fin de leur adolescence-enfance, puisque c'était un jeune couple de 17 ans, mais la femme la fille était enceinte, et donc on sentait que c'était la fin de quelque chose. Mais tu vois, quand j'y repense, finalement, c'est cette manière que j'avais envie de filmer ce couple-là, elle n'était pas en mode hyper réaliste. L'idée, c'était vraiment ni de dire, ah, voilà, les pauvres, ils vont galérer plus tard dans leur vie, ou elle, la pauvre, elle est enceinte à 17 ans. Mon regard, il se portait un peu différemment. Dans la mise en scène, il y avait un truc très asiatique aussi. Moi, je suis vraiment inspirée par toute une esthétique poétique, mélancolique qu'on peut retrouver dans les films asiatiques, qui a, je pense, un peu dans Animalia, mais qui avait déjà dans ce court-métrage-là, en fait. Kenza Deshu, voilà, c'est vrai qu'il se passe en cité, parce qu'encore une fois, j'habite à Paris. Et il se trouve que le projet venait d'un concours de scénario, parce que moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de concours de scénario, de films. Le Rêve de Cendrillon, c'était un film autoproduit, mais j'avais eu une bourse où des gens, je sais plus que c'était Panavision ou pas, enfin ceux qui louent la caméra, ils me disaient, bah, j'avais gagné un prix, mais voilà, on te passe 50 000 dirhams pour tourner. Donc j'ai eu ce matériel-là qui m'a permis de faire Le Rêve de Cendrillon. Et pour Kenza Deshu, c'était une association qui s'appelait Mille Visages en France, qui lançait un concours et que j'ai pas eu, mais en tout cas, j'avais écrit le scénario un peu pour ça, pour m'exercer, qui disait, bah voilà, il faut faire un film qui se passe en banlieue. Donc moi, je me dis, ah bah super, je vais faire un film qui se passe en banlieue. Qu'est-ce qui m'inspire? Bah moi, la cité des Choux, la cité des Choux, c'est quand même une cité à Créteil complètement futuriste avec un farm de choux, quoi. Les balcons, c'est des choux, quoi. Donc
Donc moi, les décors, encore une fois, là, c'est les décors qui m'ont appelé. J'ai cherché une cité qui, moi, m'amenait un imaginaire particulier. J'ai placé le film en été quand il y a personne, parce qu'il y avait une forme de désolation qui m'intéressait dans cette cité-là à explorer. Et c'est quand même l'absence, le vide qu'on interroge, plus que finalement la vie de gens en banlieue. Et c'est pour ça que le film, je pense, a aussi un petit peu... voilà, c'était ni un film social en banlieue, mais c'était un film avec des gens autour d'une disparition de quelqu'un, de leur copine qui répond plus aux réseaux sociaux. Donc il y avait une forme d'errance. Donc tu vois, je te dis ça parce qu'en fait, j'ai l'impression que dès le départ, il y avait des choses qui m'intéressaient et que j'ai essayé de travailler à chaque fois dans ces films-là. Alors après, j'ai fait des documentaires, mais oui, ça, c'était très différent et c'était une expérience trop chouette que j'ai pu avoir. Trop bien. Et un an après Kenza déchoue, tu réalises Qu'importe si les bêtes meurent. C'est un film audacieux qui raconte l'histoire d'un berger isolé dans les montagnes de l'Atlas, confronté à une mystérieuse présence extraterrestre. Comment est-ce que tu as eu cette idée? Cette idée, en fait, elle est venue après un voyage. Parce que voilà, j'habitais à Paris, je me sentais... Enfin voilà, finalement, tu vois, je m'appropriais des lieux qui étaient pas les miens. Voilà, moi, j'ai jamais grandi en banlieue, j'ai jamais grandi à la campagne française. Donc à la fois, je faisais un peu exercice d'eux, parce que pour moi, le court-métrage, c'est un exercice d'eux. Mais à la fois, je me sentais pas pleinement entière dans ce que je faisais. Et donc, du coup, moi, l'origine du cinéma, comme je disais, c'était la caméra et le voyage. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais reprendre ma caméra et je vais voyager. Donc, je suis partie au Groenland. Vraiment, comme ça, je lisais, j'étais abonnée au Courrier International et j'avais un article qui disait que le Groenland allait être un émirat du Nord de demain parce qu'il y a du pétrole, il y a des machins. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie d'aller voir enfin, j'ai un espèce de fantasme du bout du monde. J'ai envie d'aller au bout du monde avant qu'il devienne une espèce de Dubaï du Nord, quoi, tu vois, avec des buildings et tout ça. Et enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses, tu vois. Et donc, du coup, j'ai mis 6 mois à préparer le voyage. J'ai quitté mon travail que j'avais à l'époque dans le développement. J'organisais des événements dans l'écriture et je bossais dans une boîte de développement de scénario. Et j'ai mis 6 mois à organiser le voyage. J'ai acheté ma petite caméra, mon petit micro, enfin mon petit zoom. J'ai envoyé des petits mails et je suis partie au Groenland. Et de cette expérience est né un désir de filmer le Groenland. Donc, j'ai eu des projets, j'ai fantasmé des projets là-bas, mais qui ont jamais vraiment pu se faire parce que, et ça, je te dis ça, c'était avant Kenza déchoue en vrai, c'était pas après. D'accord. Je suis en train de m'en mêler, mais c'était avant. Mais donc, pendant que je faisais Kenza déchoue, j'avais ces projets au Groenland qui n'ont jamais pu se faire parce que, voilà, j'avais 23 ans à l'époque. Ah ouais, t'étais hyper jeune. Du coup, qui c'est qui voulait financer un film au Groenland en Inuit pour une réalisatrice marocaine? Pour eux, ils trouvaient pas trop de sens parce que souvent l'action devenait, mais c'était quoi ta légitimité? Et moi, je me disais, mais je m'en fais. C'est-à-dire quoi la légitimité? Mais en fait, je veux raconter une histoire, en fait. Du coup, c'était hyper compliqué. J'étais en développement pendant longtemps écarté pour un documentaire très étrange voilà, je suis retournée après au Groenland. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, quand on me parle de légitimité, moi, j'en ai marre. Je me sens pas d'être en France. Je me sens pas au Groenland. Mais les voyages, c'est pas possible. Donc, je vais retourner au Maroc. Même si je sais pas ce que ça veut dire quand on parle de légitimité. Je trouve que ça veut rien dire aussi, quoi. Parce que quelle est ma légitimité aussi de tourner dans les montagnes de l'Atlas? Quelle est la légitimité de quelqu'un de filmer des gens qui sont pas dans son statut social? Enfin, ça veut rien dire. En fait, c'est ton regard. Ouais, c'est toute la question de la place, alors que concrètement, raconter une histoire, ça peut se faire de n'importe quel point de vue. Enfin, Ouais, mais en fait, mais ça, c'est du principe, je pense, très européen centré de dire eux, ils ont le droit de s'accaparer des histoires un peu qui se passent partout dans le monde, mais nous, en tant que. Enfin, moi, Sophia Alaoui, il fallait que je fasse des films ou en banlieue ou au Maroc, quoi. Tu vois, c'était un peu ça, quoi. Pas au Groenland. Pas au Groenland. Alors qu'il y a plein de cinéastes qui font des films au Groenland. Enfin, même les premiers films documentaires d'Anouk l'Esquimau, voilà, c'était pas un Groenlandais qui l'a fait, quoi. Donc bref, je tergiverse, désolée. Pas de souci. Du coup, j'étais fascinée par les paysages polaires, les paysages vides, et j'ai découvert aussi les aurores boréales. J'ai fait un voyage aussi au Brésil, où je suis allée dans une ville qui disait accueillir des extraterrestres. Donc là, tac, 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 voyage Brésil, voyage Groenland, retour au Maroc. Être face à une société qui te dit, ah, mais voilà, t'es pas comme ça, tu devrais être comme ça, tu devrais penser comme ça. Voilà, une petite sauce tomate et qu'importe les bêtes meurent. Est-ce que ça a été difficile de trouver des financements pour ce film parce que c'est quand même un vrai parti pris? En fait, les financements pour le court-métrage sont assez restreints. Tu vois, t'as pas beaucoup d'endroits où tu peux demander de l'argent. Ce qui s'est passé, c'est que à cette époque-là, j'avais quand même pas mal de contacts en France parce que j'avais habité en France.
Mais ce qui était difficile au début, c'était de trouver un producteur. Parce que les producteurs, faire un film au Maroc, oui, mais attends, la dimension extraterrestre, là, n'est pas très intéressante, reste plutôt sur le berger et enlève tout ce qui est surnaturel. Je dis, ah, mais non, c'est ce qui m'intéresse, en fait. Au contraire, c'est ça qui est original. Ouais, mais en fait, c'est toujours facile de dire ça à la fin. Ok. Tu vois. Non, mais ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi, mais en Ouais. fait, les gens, c'est pas, ils me connaissaient pas, ils savaient pas trop ce que je faisais, ils veulent pas trop prendre de risques, tu sais, moi, je vois maintenant, on est tous pris par nos vies, par plein de projets, donc t'as quelqu'un qui te propose un truc un peu différent. Il faut vraiment avoir l'envie de l'accompagner parce que sinon, enfin, à cette époque-là, personne n'était très impliqué, quoi. Donc ce que j'ai et puis au Maroc, j'ai été rentrée au Maroc, j'avais trouvé un travail au Maroc où je travaillais dans le développement dans une boîte de prod. Voilà, j'avais contacté un peu tous les producteurs sur place au Maroc j'avais fait ce que je faisais en France, j'envoyais des emails, j'avais même montré aux producteurs chez qui je travaillais à l'époque qui faisaient beaucoup de publicité. Donc qui avaient un peu de cash flow. Moi, je me suis dit, bah tiens, ils ont un peu d'argent, peut-être qu'ils pourraient mettre un peu d'argent pour ce film et tout. Mais en fait, déjà, les gens lisaient pas trop. Ok. Et de deux, ben, je n'avais pas reçu de réponse de mail. J'avais contacté des privés. Enfin, ça a été très compliqué ici. J'avais contacté des fondations, des associations culturelles. Zéro réponse, quoi. Vraiment, zéro réponse. Parce que j'étais personne, que j'étais pas dans les réseaux, que j'étais pas la fille d'eux, que j'avais pas les bras longs. Donc, je te dis, même pour 5000 dirhams, franchement, je peux pas me donner les noms, mais j'ai contacté vraiment tout le monde. Et je pense que tout le monde se reconnaîtra. D'accord. Du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, bah, franchement, je vais monter ma boîte de prod. Parce que au moins, je pourrais avoir le CCM. Je monte ma boîte de prod, je dépose le CCM. C'est pour ça que moi, je suis très reconnaissante envers les institutions étatiques au Maroc parce que je connaissais personne et j'ai eu cette aide, j'ai eu ces 200 000 dirhams qui m'ont permis Génial. de lancer la production de ce film. Et pour monter ta boîte de prod, est-ce que tu avais besoin d'avoir déjà produit des films? Non, Non? non, j'ai lancé ma boîte de prod, j'ai fait mon film, mon cours. Ça a permis la mise en prod. Et cette mise en prod a permis aussi en France de dire, bon, bah, ok, là, il y a ce projet-là qui va se faire. Parce qu'en fait, j'avais contacté que des gens dans le cinéma qui acceptaient de faire le film gratuitement ou pas trop payé pour moi. Des gens, je suis vraiment encore à ce stade-là aujourd'hui très reconnaissante parce que c'est Ali Benchikroun Tam Slimani, des gens qui acceptaient de bosser gratuitement sur mon film, qui m'ont aidé, Amine Bouafa à la musique, tous ces gens-là qui vraiment se sont dit, bah super, on va aider Sophia, on va faire le film, et voilà. Et ça, c'est des gens, c'était il y a quelques années quand même, le cours, j'en suis encore aujourd'hui très reconnaissante parce qu'ils allaient faire le film alors que, voilà, on sait pas, quoi. Et voilà, donc après, ça a permis en France aussi de lancer les trucs de côté en sachant que j'allais faire le film quoi qu'il se passe, parce que j'ai dit à la productrice, j'ai rencontré une jeune productrice à cette époque-là qui avait fait que des petits courts-métrages. J'ai dit, écoute, moi, si tu veux trouver de l'argent en France, tant mieux. Et si tu le trouves, tant mieux. Mais moi, de toute façon, le film, je le fais, en fait. Je le fais. Donc, j'avais pas la pression et cette attente-là. Donc, le film s'est lancé. Et quand j'étais à quelques semaines du tournage, là, on a eu de l'argent de France. Donc, tous les gens qui allaient bosser gratos, je leur ai dit, bon, vous allez être payés, les gars. On va pas faire les choses à l'arrache. Donc, voilà, ça a permis ça. Ok, super. Et est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles auxquels tu as été confrontée? Parce que ça a quand même été tourné à Imilchil. Non. Le fait d'être dans une petite ville, non, pas du tout. C'était super. Au contraire, tout le monde était très impliqué. Non, c'était vraiment super. Ouais. J'ai vu aussi que la plupart des acteurs du film étaient des non-professionnels. Enfin, je pense à Fouad Ouraou qui joue le berger ou encore le fou du village. Est-ce que c'était difficile de les diriger? Non, pas du tout. C'était pas du tout difficile parce qu'ils avaient envie de faire le film et c'était une aventure. Je pense que ça, c'est ce que j'avais aimé du documentaire, c'est de rencontrer des gens et de travailler avec des gens avec qui tu as envie de bosser, tu vois. Et Fouad, tu vois, on se parle encore, il était vraiment très impliqué. Le fou, en fait, il se trouve que moi, quand je l'ai casté, c'était vraiment le vrai fou du village. C'est-à-dire que je trouvais que des gens qui allaient jouer un fou, en fait. Et je trouve qu'il y a un truc qui marchait pas, quoi. Et quand j'étais à Michi, je buvais mon café dans le café dans lequel bossait Fouad, parce que Fouad était serveur quand je l'ai casté. Et je vois passer quelqu'un qui mendie, en fait. Mais un peu, tu sens que c'est quelqu'un qui mendie, mais qui est un petit peu déconnecté. Et je le rencontre, on discute et voilà, il me dit qu'il voit des extraterrestres. Et ça, je dis, non, mais le mec, c'est le personnage.
Et donc ça, c'était un peu compliqué parce qu'il était vraiment... C'était compliqué parce qu'on peut pas avoir de dialogue avec lui, il oubliait tout. Dès qu'on lui parlait, il oubliait. Ça, c'était vraiment... Mais par contre, je me tapais des barres. C'est-à-dire, j'étais mort de rire, d'ailleurs, le combo. Et du coup, ça a duré... Tout le monde autour, il disait, mais Sophia, mais n'importe quoi, le mec, il est ouf, tu veux pas dialoguer. Et en fait, c'est sa folie, en fait, qui marche bien aussi dans le film. Mais ouais. Ouais, il est marrant. Ouais. Et oui, écoutez, moi, j'étais mort de rire. Ça, c'était lui. Enfin, jusqu'au bout, il te le met. Et il y a un truc, il est... ouais, il est ailleurs. Enfin, ouais, il est ailleurs, ouais. Le film a été tourné juste avant le Covid. Et puis, il y a des scènes qui résonnent étrangement avec ce qui s'est passé ensuite. Je pense à la rue complètement vide où on voit le berger traverser le village. Est-ce que... Enfin, ça a dû être marrant de vivre cette drôle de coïncidence un an après. J'ai pas fait de lien direct avec le cours parce que je crois que le rapport aux espaces, c'est un truc qui m'a toujours... Tu vois, le Groenland, ces espaces vides de Kenza des Choux, c'est en été, il y avait personne, c'est des magasins qui sont fermés. Donc, j'avais toujours ce rapport déjà au vide qui me... Tu vois, aux espaces comme ça. Mais c'est vrai que du coup, je me dis, ah tiens, je suis dans un film, en fait. Quand je vois ce qui se passe et que je me balade, je suis en voiture avec une amie sur la côte... de Casablanca avec des militaires qui passent. Enfin, c'était quand même... je me dis, waouh, je suis dans... Ouais, c'était hyper impressionnant. Ouais. Il y a un truc qui était presque excitant à ce moment-là, même. Ouais. Qu'importe si les bêtes meurent, c'est aussi le film qui t'a valu le César du meilleur court-métrage. Comment est-ce que la petite fille qui faisait des films en Chine avec sa petite caméra et en voyage a vécu cet événement? C'est marrant parce que c'est des choses dont tu rêves ou tu peux espérer quand tu es forcément dans une espèce de course, de course, c'est-à-dire que tu sais que tu as les Césars qui vont arriver, donc tu te dis, ah, je rêverais d'avoir un César, etc. Enfin, tu te prêtes au jeu, etc. Et puis, c'est quelque chose qui a été essentiel pour la suite. Mais tu vois, moi, en fait, c'est marrant, je parlais hier avec quelqu'un qui me disait... quand on est dans la lumière, c'est un peu comme quand on est en haut d'un sommet, on a un peu moins de respiration, tu vois, donc du coup, le tout, c'est vraiment de se recentrer et de réfléchir parce que t'attires aussi des personnes qui sont pas forcément les bonnes pour tes projets. Donc il y a tout un versant qui est bien parce que ça te permet vraiment d'avancer, défendre ce que tu veux, avoir confiance. Parce que du coup, maintenant, il y a des certitudes. J'ai des certitudes sur ce que j'ai envie de faire aussi. Mais à la fois, ça a amené aussi beaucoup de gens... et puis, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de méchanceté, beaucoup de jalousie. Moi, je me rappelle, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, bah, c'est pas une fille qui a réalisé ça parce que c'est bien fait, parce que... c'est chaud. Elle, quand on la voit, tu vois, on pouvait me voir, on me disait, mais elle est, tu vois, comme elle est, c'est impossible qu'elle ait fait ça, en fait. Et donc, cette jalousie-là, quand même, elle te pénètre un peu. Tu te dis, putain, c'est quand même fou que les gens soient aussi mauvais. Puis après, tu te déconnectes un petit peu tout ça, puis tu te dis, en fait, moi, je fais pas ce travail pour avoir des prix. Être dans des festivals, je veux dire, moi, je fais ça parce que c'est la naïveté de l'enfant de prendre une caméra, de filmer les gens, de comprendre l'autre, de créer des images. Et donc, du coup, et puis ça, tu te rends compte parce que le temps passe, que tu vois, maintenant, j'ai des enfants, que maintenant, je suis très à distance de tous ces trucs-là, de tous ces commentaires, parce que la vie, c'est pas ça, en fait. C'est ni des prix, ni des échecs, c'est comment tu réagis à ça aussi. Mais c'est comment tu réagis aux choses positives de la vie, mais aux choses négatives. Mais on s'en fout, en fait. César ou pas, ça définit pas ce que tu es en réalité. Donc, moi, je le vis avec beaucoup de distance. Et quand je vois des gens qui sont intéressés par une forme de reconnaissance, pour moi, je vois l'ego, en fait. Okay. Et j'ai discuté avec des réalisateurs j'étais fascinée par ces réalisateurs-là. Du coup, je faisais des interviews un peu comme toi. C'était pendant que j'étais à la résidence là. En fait, quand j'ai un mec qui me parle que de ses festivals, que de ses prix, je m'en fous, en fait. C'est ton ego. T'as un ego, tu vas mourir. OK, fine. I don't care. Et ce que tu es maintenant ne m'intéresse encore moins. Enfin, je veux dire. Et voilà. Et ça, c'est vraiment le risque de ce métier. Je trouve que par les prix, par la reconnaissance, par la médiatisation, les gens, en fait, ils deviennent un peu inintéressants. En fait, tu sauves pas des vies. Je trouve des gens dans la rue ou des gens qui ont des métiers, beaucoup plus discrets, sont 10 fois plus intéressants parce qu'ils sont pas nourris par ce besoin de reconnaissance absolue. Tu as aussi réalisé The Hidden Lake, pour lequel Amin Brada a signé la photographie, première invitée du podcast.
C'était une commande de la 20th Century Fox. Comment est-ce que ce film est arrivé à toi? Il est arrivé grâce à Sundance parce qu'ils étaient présents au festival de Sundance pour le coup. Ils voulaient faire un truc un peu à l'américaine, du coup, avec des acteurs américains, un plot un peu américain. Et eux, c'était un incubateur pour le long. C'est-à-dire, l'idée, c'est de rencontrer, faire une petite pépinière de talents pour ensuite voir avec qui ils peuvent bosser dans leur écurie. Alors maintenant, c'est Disney. Du coup, moi, c'était Covid, donc je me suis dit, bah, grave, on va faire ça, en fait. On va tenter. Et puis, Amine, je voulais bosser avec lui parce que je trouvais qu'il faisait du bon boulot, donc j'avais pas bossé. Non, je lui avais proposé le court-métrage, mais il n'était pas dispo. Ok. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de travailler ensemble et voir ce que ça donne. Et voilà, on a fait ce film, mais du coup, je me suis rendu compte que c'était quand même déjà très contrôlé, l'écriture, etc. Parce qu'ils m'ont proposé de faire le long métrage. Donc, tu vois, sur le papier, tu te dis, ah super, c'est Disney, ils te financent à 100% le film, tu vois. Ah, génial. C'est du studio, donc, mais c'est du petit studio, c'est-à-dire que ils mettent pas non plus beaucoup d'argent. Et tu sais, ils ont lancé toute une vague de films un peu de genre, des films d'horreur, de genre et tout. Oui. Voilà, parce que pour eux, ça marchait bien. Et finalement, je l'ai pas fait avec eux parce que je me suis dit, en fait, je préfère faire les films que j'ai envie que de m'enfermer dès le départ à faire un premier long métrage un peu contrôlé, quoi. Donc, je préférais avoir l'indépendance de faire un film comme Animalia, tester ce que j'ai envie. Parce que le problème de faire un film de commande dès le départ, c'est qu'après, bon, bah, t'es un peu foutu pour défendre. Ouais, et puis c'est eux qui ont le final cut. Même l'écriture, c'était. Ouais, pour un film de 5 pages, c'est-à-dire 5 minutes, c'était. Même le montage et tout, c'était. Hyper contrôlé. Ouais, Ok. ouais. En 2023, donc tu réalises Animalia, un long métrage de science-fiction réaliste qui prolonge l'univers de Qu'importe si les bêtes meurent. C'est un film qui a une esthétique assez proche de ce que fait Terrence Malick. Je ne sais pas si tu avais cette référence-là ou est-ce que tu avais d'autres références esthétiques ou pas du tout? Non, moi, Terrence Malick, j'avoue que c'est un cinéaste que j'aime vraiment beaucoup. J'étais fan de ses films. Et puis, en fait, on peut pas ne pas aimer. Il a marqué l'histoire du cinéma, et même plus, parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui font de la pub copient un peu Terrence Malick. Ça n'a jamais été une référence dans mes mood boards, dans ma manière d'écrire. Après, ça me parle quand on me dit Terrence Malick, parce que c'est quelqu'un qui était quand même dans une quête assez spirituelle, avec un rapport à la nature et son environnement. Quand on voit Tree of Life, ce que ça raconte, c'est quand même très beau. Donc, je pense qu'on est peut-être proche, pas tant sur la forme que vraiment dans ce qu'on a envie de raconter. Ce qu'il a envie de raconter me parle énormément, en fait. Ok. C'est un réalisateur qui est très mystique et qui assume ça d'une certaine manière. Est-ce que tu avais des références précises? Moi, il y a des réalisateurs qui aujourd'hui sont un peu des moutons noirs, mais des réalisateurs comme Lars von Trier. Moi, j'aime beaucoup sa mise en scène. Voilà, je la trouve très poignante. Puis il y a des trucs un peu plus classiques de Tarkovsky, forcément. Du Kubrick, c'est des cinéastes qui font de la science-fiction, mais différemment de ce qu'on appelle aujourd'hui la science-fiction. Tu vois, il y a toujours ce rapport un petit peu poétique, contemplatif, réel, ouais, existentialiste presque. Du coup, ouais, c'est des cinéastes qui étaient des références pour moi. Puis après, dans la manière de filmer aussi la bourgeoisie, il y avait des références un peu plus modernes. Alors oui, il y a évidemment Buñuel. Moi, c'est un réalisateur que je trouve très très moderne parce que sa manière, tu vois, il est très singulier et à la fois il parle de la société, des classes sociales. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce cinéaste, mais il y a aussi, tu vois, de Yorgos Lanthimos. Moi, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup dans sa manière de filmer les espaces. Tu vois, encore une fois, c'est vraiment les espaces. Là, il y a beaucoup d'espaces intérieurs. Alors oui, il y a l'Atlas, etc. Mais il y avait beaucoup la villa, comment filmer une villa, une grande villa, en fait. Ouais, avec le salon traditionnel. Je trouve que Yorgos Lanthimos, quand il filme les espaces intérieurs, ça me parle beaucoup, quoi. Et puis, il y a de l'absurde. Enfin, tous ces films canines, enfin, tout ça, c'est quand même des super films. Ouais. Esthétiquement, et puis même l'histoire, c'est fou. Puis c'est fou, quoi. Ouais, c'est génial. Prendre des risques et tout. Enfin, prendre des risques, il raconte de ces choses Mais oui. absurdes. Et ça fonctionne, c'est fou. Ouais.
Beaucoup de liberté, ouais. Exactement. Ouais. Même les dialogues, Ouais. Bref, j'adore ce cinéaste aussi. Animalia, c'est aussi le film qui a fait connaître Oumaima Barit. Comment s'est passée votre collaboration? Écoute, Oumaima, je l'avais un peu dans les radars parce que à travers les réseaux sociaux, on cherche toujours à suivre des gens. Mais c'est Amine Loudani qui m'a vraiment me l'a présenté en casting parce que je l'aurais pas forcément contacté pour le rôle. Chercher quelqu'un qui parlait arabe, berbère et français, et chercher quelqu'un qui avait à la fois une forme de fragilité, qui pouvait sembler fragile, mais qui en fait, tu vois, quand elle décide qu'elle est pas fragile, elle nous surprend par tu vois, Sa force. sa force, quoi. Et elle est là très discrète, et puis d'un coup se réveille le monstre en elle. Et je me suis dit, waouh, ça c'est super, quoi, parce que elle est les deux à la fois. Et en fait, dans des parcours de femmes, j'avais vraiment envie de montrer que c'était pas l'un ou l'autre, en fait. On pouvait avoir de la colère, de la violence en nous, et à la fois une forme de fragilité, de douceur. Enfin voilà, ça peut être les deux, quoi. Ouais, c'est pas du tout antinomique. Exactement, mais dans les parcours de femmes, souvent, moi, quand je voyais des films, c'était la rebelle, c'était une femme agressive, co-violente qui insultait, ou alors la femme victime qui était douce et gentille, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et c'est bête parce que ça réduit la complexité des femmes et des êtres humains en En général. termes de représentativité, je pense que c'est assez faux, ouais. Tes films ont aussi une identité sonore forte avec des basses, parfois des sons un peu dissonants, qui installent une forme de tension et qui évoquent même cet ailleurs. C'est le cas dans même Kenza Deschoux dont on parlait tout à l'heure. Et autant je disais que c'était un film un peu social, mais concrètement, je trouve que le son apporte justement cet irréel-là. Comment est-ce que tu penses et comment est-ce que tu travailles le son? Le son est hyper important, on prend beaucoup de temps. Alors, dès le départ, il y a des intentions déjà, un peu dans le scénario, mais après, il y a un vrai travail avec la post-prod, et ça prend beaucoup de temps. La post-prod est vraiment longue. Enfin, longue, non. C'est-à-dire Animalia, je me suis rendu compte qu'on l'a fabriqué un peu comme un film réaliste social, c'est-à-dire qu'il y a une post-prod un peu classique. Et je me suis rendu compte, tu vois, comme qu'on apprend tout le temps, est-ce qu'en fait, chaque film doit avoir sa propre manière, tu vois, on doit fabriquer un film en fonction de ce qu'il est. Il y a pas de règles, tu vois. Ok, ouais, c'est ça, il n'y a pas un plan Il y a pas standard. un plan standard. Et moi, je pensais qu'il y avait un plan standard parce que c'est vrai que Animalia, c'est des films de post-prod, quoi. Et donc le son, tu fais des essais. Je sais que le monteur son Sébastien Savine a fait beaucoup d'essais. Voilà, il a travaillé avec des sons qu'on appelle ça tu sais, les poubelles là, qui s'écrasent. Je sais pas. Les camions poubelles, tu sais, qui écrasent les déchets. Oui. Je sais plus c'est quoi le terme. Ok. Voilà, il y a ces sons-là en fait quand il y a le nuage. Il y a des sons de ces déchets écrasés par les machines. Ok. Donc il faut trouver, en fait. Donc, pour trouver ce bon son-là, il faut faire pas mal d'essais. Tu travailles actuellement sur ton prochain long métrage, Tarfaya. Est-ce que tu peux nous parler de l'univers de ce film? Tarfaya, j'avais l'idée avant le long. Un film que je trimballe depuis quand même, on est en 2025, depuis 2019, tu vois. Ok. Donc ça, c'est un vrai boulot d'écriture, de réécriture. Et ça se passe dans le sud du Maroc, à Tarfaya. On est dans un futur proche où les bouleversements climatiques sont un petit peu généralisés dans le monde, mais on s'y est habitué, quoi. Ça suit Myriam, qui est une femme médecin dans un hôpital régional, qui fait face à des malades qui ont des symptômes très étranges et qui sont attirés par le sommeil jusqu'à finalement dormir de manière continue, sans jamais se réveiller, quoi. Ok. Enfin, comment Pas vraiment, parce qu'il y a cette partie un peu irréelle. Ouais, quand même, ouais. Le mot coma, je trouve qu'il fige, en fait, alors que si je dis un long sommeil, on espère... je sais pas, il y a un truc un peu plus poétique que coma. Oui. En fait. Tu vois. Est-ce que tu as déjà une idée du casting? Enfin, je sais pas à quelle étape d'écriture tu es. Alors, j'ai un peu une idée, en effet, du casting. Je suis en début de financement, fin d'écriture. Et voilà. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui ont envie de se lancer dans la réalisation? Je conseillerais de faire, quoi. De tourner au maximum. Et
Ouais, c'est ça, de tourner au maximum, parce que c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai beaucoup tourné. Et t'as beaucoup écrit aussi. Et ouais, j'ai beaucoup écrit. Et faire beaucoup de concours faire beaucoup de concours. Parce que je trouve qu'il y a un truc un peu généralisé aujourd'hui où en fait on veut. Enfin, moi je me rappelle qu'on pensait qu'Importe si les bêtes meurent, on pensait que c'était mon premier court-métrage. Mhm. J'ai les gars, en fait, moi ça fait depuis que j'ai l'âge de 10 ans que je fais des petits courts-métrages. Du coup, des échecs, j'en ai eu des milliards en fait. Et donc, et surtout avec les réseaux sociaux maintenant, où dès qu'on a un petit succès, on le partage. Je pense que ça met une pression même, tu vois, les gens se trouvent nuls beaucoup plus rapidement ou se trouvent géniaux beaucoup plus rapidement. Et du coup, forcément, en fait, c'est des métiers très difficiles. Et ça, je l'ai beaucoup entendu et ça m'agaçait beaucoup quand je l'entendais quand j'étais jeune. Mais en tout cas, ouais, de tourner au maximum et que ce soit nul, c'est cool, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Que ça marche pas, c'est cool. Moi, il y a plein de choses que j'aime pas du tout dans tout ce que j'ai fait. Tu vois, dans Kenza Deshu, il y a plein de trucs que j'aime pas. Et du coup, j'ai fait le Qu'importe si bête meurt en fonction de ce que j'avais pas pu faire sur le cours. Animalia aussi, c'est pareil. Animalia, non, c'est différent parce que le cours avait tellement marché que je me suis dit, ah, c'est génial. Non, non, enfin, je veux dire, j'ai moins appris, tu vois, j'ai moins appris de Qu'importe si les bêtes meurent. Ouais, Animalia, ouais, j'ai plus appris de mes échecs, tu vois, parce que le cours, il y avait des choses que j'aimais pas, mais finalement. Ah, c'est hyper intéressant ça. Ouais, ça m'a pas trop fait j'ai pas trop appris, finalement. J'ai pas trop appris, mais tu vois, maintenant, je suis un peu à distance de plein de choses, donc je suis toujours dans un truc de, OK, comment je vais faire Donc, au contraire, il faut vraiment accueillir les échecs et faire beaucoup, quoi. Et pas faire joli. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est très facile de faire des choses jolies, mais faire des choses qui ont du sens, ça, c'est autre chose, quoi. Pourquoi tu veux filmer Tu vois, maintenant, on a une caméra. Alors, c'est marrant, c'était un conseil de quelqu'un qui tournait en pellicule qui me disait, en fait, aujourd'hui, tout le monde, c'est un peu facile d'être réel parce que tu vois, t'as 3 caméras qui nous filment, plan large, plan serré, plan large, machin, une belle lumière, ça devient très facile. Donc, c'est un peu au montage que se construit aussi ton truc. Oui. Mais le choix, et ça, par contre, sur Animalia, je le faisais et je me rappelle, c'était un peu stressant aussi. Et même mon chef-op, on se disputait aussi beaucoup pour ça. Parce que moi, je ne voulais pas me couvrir. Je préférais avoir le temps de faire 17 prises de un plan, d'un axe précis que je voulais, que de faire, de me couvrir. Ouais. Ça, vraiment. Et parce que justement, c'était un conseil de, je sais plus, c'était Scorsese, je sais plus qui disait, mais en fait, un réalisateur, c'est quelqu'un qui sait où doit se placer la caméra et pourquoi elle va se placer là où elle va se placer. Parce que si tu places ta caméra n'importe où ou partout pour te couvrir pour le montage, bah en fait, ok, fine, mais c'est ni jubilatoire, enfin c'est ni excitant. Est-ce que t'es vraiment réalisateur si vraiment t'as pas réfléchi longtemps avant où et pourquoi tu veux placer ta caméra? Voilà, moi, j'avoue que c'est vraiment le conseil et c'est ce que moi je défends. Ouais, enfin, c'est un choix en fait. De faire des choix très précis, de faire de vrais choix bien avant le tournage, que ce soit à l'écriture, ok, comment je veux filmer ça, comment je le filme sur le plateau. Bon, on va passer à la dernière partie de l'épisode. C'est une série de questions-réponses où je vais te demander de répondre du tac au tac, enfin assez brièvement. Ok. Un film que tu aurais aimé réaliser. Waouh, j'aurais dû me préparer à ça. C'est la première chose qui te vient en tête. Tu vois, là, je pense à Premier Contact de Denis Villeneuve. C'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il allie un peu tout ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est-à-dire à la fois quelque chose de très divertissant, populaire, avec une dimension très humaine au niveau des personnages. C'est un film qui parle quand même de la question du temps, comment faire des choix dans la vie, plus que finalement d'une arrivée extraterrestre. Et je trouve ça très beau. Une expérience marquante dans une salle de cinéma. Une expérience marquante récemment, c'est le film de Dora, qui est une amie, qui s'appelle Bye Bye la France, que j'ai vu au Mégarama il y a 1 an avec des amis et mon mari. Et en fait, la salle était remplie, il devait y avoir peut-être 800 personnes, et elle était en furie. Les gens se marraient toutes les 10 secondes. C'était incroyable de voir une salle autant vivante. Mais vraiment vivante, quoi. Trop bien. Enfin, ça reste rare de voir des salles remplies en ce moment, j'ai l'impression. Ouais. Un film qui t'a fait pleurer. C'est récemment, j'ai vu un film qui était au cinéma qui est magnifique. Je m'y attendais pas. Je pense que c'est surtout ça, c'est quand tu t'y attends pas. Qui s'appelle Le Royaume de Julien Colonna. Ah oui, j'en ai entendu parler.
Je l'ai pas encore vu. Magnifique, c'est un film de mafia, mais en fait pas un film de mafia. C'est magnifique, c'est la relation... c'est les derniers jours d'un grand mafieux corse, mais du point de vue de la fille, qui du coup va... Voilà, c'est très beau. Ok, je le mettrai en description pour toutes les personnes qui aimeraient le voir. Très bien. Un film qui t'a fait rire? Franchement, il y en a plein, tu vois, il y en a plein. Moi, je suis bon public, mais j'avoue, j'ai pas de... Et un film guilty pleasure? Non, là, j'ai vu un film sur Netflix sur une femme qui dit qu'elle est enceinte, alors qu'en fait, elle est pas enceinte. Je sais plus comment il s'appelle. Tu vois ou pas? Je sais pas du tout. Il est trop nul. Enfin, il est trop... Non, mais il est trop... Ok. C'est vraiment bête, mais j'adore. C'est avec la Amy... comment elle s'appelle, cette actrice, cette stand de pause Amy Schumer. Ah oui, Ouais. ok. Sur Netflix. Ok. Elle est un peu jalouse, tu vois, donc elle veut faire genre elle est enceinte comme ça, au moins elle est cool. En fait, Ça me dit quelque chose en fait. elle fait du yoga, elle tombe sur le ventre, alors qu'en fait c'est un faux ventre qu'elle a. D'accord. Je le mettrai aussi en description. Si tu pouvais inviter un acteur, un réalisateur et la personne de ton choix à dîner, qui est-ce que tu choisirais? Ouais, je rêve de bosser avec Michael Fassbender. Et donc, je l'inviterai juste pour essayer de le convaincre un jour de bosser avec moi. Un réal? Franchement, moi j'aime bien parler avec tous les réals parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir de comprendre tu vois. Ouais. N'importe quel réel, franchement. Je suis pas dans une fascination. Évidemment, je suis dans une fascination, mais comme je te dis, j'ai rencontré, il y a récemment un réel, j'étais fan de son boulot, ça m'a cassé. Et ça t'a... Ok. Du coup, Donc j'ai plus une rencontré personne chouette. quelqu'un sympa, quoi. Ok. Ça va être vraiment n'importe qui. Je pense que Et la personne de ton choix? vraiment n'importe qui. Là, récemment, j'ai pris un café avec Mohsin Besri, c'était magnifique. On a discuté avec Payal. Je suis nulle. Hein. Oh, Louis C.S. Light. Ouais, la réalisatrice de Ouais, Night. J'ai adoré ce film. C'était fascinant de discuter avec elle sur sa méthode de travail. Donc, tu vois, vraiment... Ok, super. Ouais. Bah, le dîner est complet. Ouais. Merci beaucoup, Sophia. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et puis à nous suivre sur nos pages YouTube et Spotify. C'est vraiment ce qui nous permet de faire connaître et grandir le podcast. Et puis on se retrouve très bientôt avec une autre réalisatrice qui a fait de nombreux documentaires. À bientôt!